bonjour, bienvenue, prenez place virtuellement, physiquement, comme vous voulez, avec le chat sur les genoux ou pas. Euh, je commence toujours nos cycles de conférences, de conversation européenne par rappeler pourquoi on appelle ça une conversation européenne. Donc ceux qui sont déjà là depuis longtemps vont m'entendre me répéter, pour les autres, bienvenue. En gros, on part du principe que la démocratie, c'est une conversation entre citoyens, une conversation si possible éclairée, parce que sinon on est vite dans des échanges assez stériles. Et on l'a faite européenne parce que la question européenne ressemble beaucoup trop souvent à une espèce de mythe ou de Moloch, ou en tout cas de bête un peu bizarre dans le débat. Et nous, on considère qu'il est essentiel pour tous les citoyens en fait, d'y avoir un accès aussi banal et simple que la politique française, ou quoi que ce soit d'ailleurs, l'équipe de France de football, ou le temps et la météo qui passent, parce que c'est un sujet banal et quotidien de notre jour. Voilà, d'où nos conversations européennes. On est sur généralement des sujets hautement institutionnels, parce que l'Europe, c'est toujours Bruxelles, c'est le Conseil, c'est le Parlement, etc. Mais comme vous le savez, on essaye aussi beaucoup de voir tous les aspects de la politique. Et aujourd'hui, on va aborder l'Europe sous un angle un peu différent de celui qu'on a l'habitude de voir, puisqu'on va lui voir son visage naturel, avec Gilbert et Béatrice Cochet, qui sont des naturalistes, comme ils se présentent, qui sont des scientifiques, et qui ont écrit parmi beaucoup d'autres livres, et qui ont écrit un très beau livre dont vous venez voir la couverture, qui s'appelle L'Europe réensauvagée, qui n'est pas à proprement parler un essai, mais qui ne fait pas partie en fait des livres qu'on a l'habitude de voir. C'est une grande enquête avec beaucoup de chiffres, beaucoup de visages, des visages d'animaux, des visages d'oiseaux, de mammifères, de poissons, de moules aussi, et des visages en fait qu'on commence à revoir en Europe, parce que en fait ce qu'ils décrivent, c'est un grand mouvement séculaire de réensauvagement de l'Europe, c'est-à-dire de retour de la vie sauvage sur un continent qui a été un des pionniers dans la déforestation, le recul de l'habitat naturel et autres. Et nous le savons maintenant que trop bien, le rapport de notre civilisation ultra-urbaine, ultra-connectée et particulièrement artificialisée sur un certain nombre de ces pratiques, au contact de la vie sauvage, ça pose parfois quelques petits problèmes qui peuvent donner naissance à de grandes pandémies, puisque même si on n'est pas entièrement sûr maintenant de l'origine du virus qui nous cloue chez nous depuis maintenant plus d'un an, la probabilité d'une épizootie, c'est-à-dire en fait d'une zoonose, pardon, c'est-à-dire d'un virus animal transmis à l'homme, parce que justement il n'y a plus d'habitat naturel, est quand même très forte. Alors voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat ce soir, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est l'Europe, son visage de bison, d'aigle royal, son visage de moule perlière aussi, et puis tout ce que ça représente. Et bienvenue, Gilbert et Béatrice, je vous laisse la parole, et on vous écoute. Bonjour, merci. Oui, alors effectivement, on est allé, quand on a fait cet ouvrage, de surprise en surprise. J'en donnerai seulement quelques-unes. En 2019, le loup se reproduit dans tous les pays d'Europe, à l'exception des îles britanniques, parce que là, il faut traverser la mer. Mais sinon, se reproduit dans tous les pays d'Europe continentale. Donc, cela signifie que la cohabitation est parfaitement réussie. C'était impensable quand on pense que le loup est arrivé en 92 en France. Et là, avec les derniers recensements, nous avons 99 meutes de loups dans les Alpes françaises. 99, une centaine. Donc voilà, c'est-à-dire que ce réensauvagement va à grande vitesse et ça revient d'un petit peu partout. Ça démontre la résilience de la nature et donc c'est extrêmement réconfortant. Alors d'emblée, ce qu'on dit dans notre ouvrage, parce qu'il ne faut pas qu'on passe pour des naïfs,
qui se disent « tout va bien, Madame la Marquise, il n'y a aucun problème ». Non, non, il y a de gros problèmes. Il y en a 3 à peu près. Donc, et il faut l'évoquer. Vous avez parlé de la moule, et c'est très important parce que cette moule d'eau douce qui a besoin de moins de 1 mg de nitrate par litre nous démontre qu'il n'y a pratiquement plus de rivière aussi propre. Donc, au niveau des cours d'eau, donc gros problème. Ensuite, au niveau de l'agriculture, ça on le sait, l'agriculture quasi industrielle, avec tout ce que ça comporte d'engrais, d'intrants, de pesticides, eh bien voilà, donc un empoisonnement et les insectes ont énormément diminué. Et enfin, le 3e point noir, c'est la pêche en mer. On a réduit les populations de poissons comme c'est pas possible. Il y a des poissons plats dont on a fait diminuer les effectifs de 99,9%. Donc, on peut guère aller plus loin. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les mauvaises nouvelles. Alors, à côté de ça, bon, dans ce livre, justement, on s'est appliqué à montrer au contraire les bonnes nouvelles parce qu'on est dans une ambiance tellement catastrophique qu'il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Et je dirais que le niveau le plus bas de la faune européenne, ça a été, on va dire, le milieu du 19e siècle, le début du 20e siècle. C'est là que vraiment on était à la limite de l'extinction pour un certain nombre d'espèces. Le bison d'Europe, par exemple, qui est différent du bison américain, a failli disparaître. Il restait 12 individus dispersés dans le monde entier dans des zoos. Et c'est grâce à ces 12 individus et à la volonté d'un certain nombre de personnes et d'un certain nombre d'États qu'on a pu petit à petit le réintroduire, le reproduire d'abord, suffisamment nombreux pour qu'on puisse ensuite envisager des réintroductions dans les lieux où il avait l'habitude d'être. Et actuellement, on est loin d'avoir reconquis la totalité du territoire dans lequel le bison d'Europe existait, mais on est passé quand même de 0, puisque c'était tous les animaux sauvages, tous les bisons sauvages plus exactement, avaient été exterminés complètement. Au début du XXe siècle, il n'y en avait plus un seul. Et là, on a à peu près 6000 bisons sauvages en Europe, donc on est quand même sur une pente ascendante. Alors, le bison d'Europe, c'est un animal un petit peu emblématique parce que quand on a écrit notre livre, on a essayé de voir quelles étaient les particularités de l'Europe et notamment au niveau des animaux, quels étaient les animaux qui n'étaient présents qu'en Europe. Et ça a été assez compliqué. Donc, on a fait un petit brainstorming tous les deux et on s'est rendu compte que justement, le bison d'Europe fait partie des quelques très rares animaux qui ne sont présents qu'en Europe, puisque l'Europe, c'est en fait une partie de supercontinent qui est facilement reliable à l'Asie. Donc, beaucoup d'espèces qui sont présentes en Europe sont également présentes en Asie. Au niveau, si on se tourne vers les espèces marines, du côté de l'Atlantique, on partage pas mal d'espèces avec l'Amérique du Nord. Du côté méditerranéen, on partage pas mal d'espèces avec l'Afrique du Nord. Donc, voilà, donc en gros, il y avait le bison, le chamois, qui est spécifique à l'Europe aussi, et le milan royal, qui étaient vraiment les 3 espèces emblématiques qu'on a fait apparaître d'ailleurs sur la couverture de notre livre. Alors, il faut, voilà, effectivement. Et donc, c'est vrai que c'est surprenant. Autre surprise, par exemple, les ours. Le nombre d'ours en Europe est supérieur au nombre d'ours présents en Amérique du Nord. Le continent sauvage, ce n'est pas celui qu'on croit par rapport aux ours. Donc, c'est assez inouï. Alors, bien entendu, il y a la partie européenne, la Russie européenne, qui fait une grande part de zones sauvages, mais malgré tout, dans toutes les montagnes, l'ours est revenu et est en train de revenir. En France, les dernières nouvelles, c'est presque 70 ours. Et donc, à chaque fois, on attend les oursons, les prochains. Donc, il va y en avoir peut-être une quinzaine. Donc, ça va vraiment très, très vite. Et encore une fois, on a ainsi une démonstration de la formidable résilience de la nature. Il n'y a pas une seule espèce qui est programmée pour disparaître. Pas une. Toutes les espèces sont faites pour se reproduire, pour être abondantes, etc. Et donc, nous, notre objectif, ce sera quelque chose qu'on va défendre dans un prochain ouvrage, c'est un trépied. Un trépied qui fait la diversité. On doit avoir le maximum de diversité, les espèces doivent être présentes partout où elles peuvent l'être. L'abondance,
cette notion d'abondance qu'on a perdue et même qui ne nous intéresse pas, puisqu'on a mis en face le terme de régulation. Et des fois, vous discutez, oui, il y en a beaucoup. Bon, mais de toute façon, il faut réguler. Là, quand on a dit ça, la sentence est tombée. Il faut réguler. Ah non, il ne faut pas réguler, ça ne sert à rien. Les chamois, dans un parc national de la Vanoise, il y avait 300 chamois en 63 quand il s'est créé. On a protégé. Ensuite, il y en avait 600, il y en avait 1000. Quand il y a eu 1000 chamois dans le parc national de la Vanoise, on s'est dit, mais ils vont être tous malades, il va y avoir des problèmes. Eh bien, on a laissé faire. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6000 chamois. C'était inimaginable, c'était complètement impensable depuis des siècles de mémoire d'homme. On ne pouvait pas penser qu'il y avait ça. Parce que tant que vous tuez, si vous voulez, pendant longtemps, le dogme principal, c'était plus on en tue, plus il y en a. Voilà, à l'université du Zinc, c'était, voilà, plus on en tue, plus il y en a. Depuis, on a changé un peu, c'est quand ils vivent, quand on ne les tue pas, ils vivent et se reproduisent. Et quand on est arrivé à 6000 chamois dans le parc national de la Vanoise, qui fait 60 000 hectares, on est à la densité de 10 chamois pour 100 hectares. Et quand on a cette densité de 10 chamois pour 100 hectares, chez le chamois, on met en place le planning familial. Dans l'espèce humaine, on ne sait pas encore, on n'a pas encore inventé ça. Bon, bref, c'est une autre histoire. On met en place le planning familial et on reste à cette densité. Et depuis des décennies, le parc national suisse, par exemple, depuis 100 ans, depuis un siècle, il a la même densité de chamois, alors qu'il n'y a aucune chasse, il n'y a aucune régulation. Et ça a été la découverte. Et des découvertes comme ça, on est allé, mais vraiment, dans la notion d'abondance, on ne pouvait pas imaginer tout ce que la richesse. Et on est encore très loin. Le chemin à parcourir pour atteindre la densité maximale, optimale, est encore long à parcourir pour beaucoup d'espèces. Donc, c'est quand même des sacrées bonnes nouvelles. Voilà, et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on montre ces bonnes nouvelles, justement, c'est parce que quand vous êtes en bas d'une falaise et que vous voulez l'escalader, vous n'imaginez pas d'arriver au sommet d'un bond d'un seul. Et donc, toutes ces bonnes nouvelles qu'on égrène dans ce livre, c'est autant de petites prises sur lesquelles on peut s'appuyer pour se dire, oui, si, en fait, le réensauvagement est possible, il nous apporte des choses et on va y arriver, c'est quelque chose d'atteignable parce qu'on a déjà fait une partie du chemin. Voilà, c'est la chose la plus importante. Alors après, toutes les espèces ne sont pas à réintroduire. Bon, j'ai cité le cas un petit peu extrême du bison, mais dans la plupart des cas, si on laisse faire la nature et si on laisse des espaces de vie, en quelque sorte, de séjour et de passage aussi, surtout, aux différentes espèces, eh bien, il y a une résilience de la nature qui fait qu'elle est capable, même s'il ne reste plus grand-chose, de se reconstituer toute seule. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Europe de l'Ouest. En Europe de l'Ouest, il y a eu, notamment au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, il y avait énormément, enfin les gens étaient partout. Dans les campagnes, il y avait du monde partout. On avait quasiment tout coupé au niveau, ou pratiquement tout coupé au niveau de la forêt européenne, puisque donc la majorité de l'écosystème européen, c'est des forêts, avec différents types de forêts. Et si on regarde… Ah, je n'entends pas. Pardon, oui, oui. On a la carte de cet écosystème de forêt. Je pense qu'on peut la voir comme ça. Vous allez pouvoir contempler aussi une des œuvres. Toutes les cartes sont de votre fait, n'est-ce pas, hein? Oui, ce sont des cartes inédites qu'on a créées avec un cartographe de talent qui s'appelle Jean-Pierre Magnier et qui a mis sur le papier les idées qu'on avait. Alors attendez, on me demande quel numéro de carte. Je crois que c'est la 10. Non, pardon, c'est la 11. C'est la 11. C'est la 11. Voilà, comme ça, Béatrice, vous pourrez nous parler de la forêt Voilà, c'est parfait. avec ça. Effectivement. Donc, ce qu'on voit très, très bien sur cette carte, c'est les deux petits arbres, là, blanc et grisé, qui représentent la forêt némorale, c'est-à-dire la forêt à feuilles caduques, principalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir quelques petits conifères au milieu mais on voit très bien sur cette carte qu'elle recouvre une très grande partie de l'Europe tempérée.
Et bon, plus au nord, bien sûr, on a la forêt boréale, ce qu'on appelle aussi la taïga, qui est représentée par des petits conifères, justement. Et autour du bassin méditerranéen, les petits points, c'est la forêt méditerranéenne. Il n'y a que sur la partie complètement extrême orientale, donc l'Ukraine, la Russie, qu'on avait un paysage de steppe qui est en fait la continuité de la grande steppe asiatique qu'on retrouve également en Mongolie et en Chine en partie. Voilà, donc cette forêt, elle avait pratiquement complètement disparu. Donc à la fin, vers les années 1850, on était au moment le plus bas en Europe de l'Ouest, en France par exemple. Il ne restait plus que 12% de la surface forestière. À tel point que c'était ce que j'étais en train de raconter. Quand on regarde les écrits anciens, dans un livre qui a été écrit par Faujas de Saint-Fond, il publie une lettre qu'il a reçue d'un abbé qui vivait dans le Massif central, l'abbé de Mortesagne, et qui lui dit, qui a visité en tout cas un endroit qui est le plateau de Pradelles. Pradelles, c'est une petite ville qui est située à la limite de ce qu'on appelle aujourd'hui les départements de l'Ariège, de l'Ardèche, de la Haute-Loire et de la Lozère. Donc à l'époque, il parlait du Gévaudan, du Velay et du Vivarais. Et il dit que, il décrit le paysage et il dit pour se chauffer, il n'y a plus rien d'autre que la bouse de vache et la paille. Donc ça veut dire en fait qu'il n'y avait plus un arbre, alors qu'à l'origine c'était une forêt, quoi. Bon, ça a un petit peu changé, heureusement. Alors, ça a un petit peu changé, pourquoi? Parce que, grâce aux énergies fossiles, d'abord, parce que la découverte des énergies fossiles, le charbon d'abord et le pétrole ensuite, ont permis de se dégager un petit peu du bois énergie, en quelque sorte, et en même temps, ça a permis un développement industriel qui a entraîné un exode rural. La plupart des paysans ont abandonné les terres les plus ingrates et se sont allés vers la ville où on avait besoin de main-d'œuvre pour faire fonctionner les industries, justement. Et la nature ayant horreur du vide, eh bien, à partir de quelques semenciers naturels qui existaient encore, petit à petit, les terrasses abandonnées, les prés qui n'étaient plus utilisés, se sont réensauvagés et donc on a vu réapparaître progressivement de la forêt qui continue encore de se développer actuellement. Et cette forêt qui est réapparue en Europe occidentale, eh bien, en Europe de l'Est, c'était pas du tout la même histoire. Parce que autant nous, on a fait une exploitation absolument ordonnée, radicale, méthodique de cette forêt, autant en Europe de l'Est, la mentalité était complètement différente. Et en fait, leur façon de faire, c'était quand on a besoin de bois, on coupe, et puis sinon, la forêt, on la laisse. Et du coup, ça a permis d'avoir des poches de résilience au niveau de la faune. Il y a eu un certain nombre d'espèces qui ont besoin de vieilles forêts et d'arbres matures pour pouvoir continuer à se développer. On pense par exemple au pic à dos blanc, on pense à la cigogne, à la cigogne noire. On pense également à l'aigle pomarin, par exemple, pour rester dans les oiseaux. Voilà, c'est des espèces qui sont vraiment emblématiques des vieilles forêts. Et donc, quand la déprise agricole accompagnée d'une réapparition de la forêt en Europe de l'Ouest a petit à petit pris corps, eh bien, ça a permis à toutes ces espèces qui s'étaient réfugiées en Europe de l'Est de petit à petit reconquérir les forêts occidentales, ce qu'on a appelé dans notre livre la conquête de l'Ouest. Et je crois que vous aviez prévu également de passer cette carte. Où on voit très bien qu'un certain nombre d'espèces, donc orientales, qui étaient au début du XXe siècle limitées au niveau de leur répartition, alors limitées par l'exploitation qu'on avait fait des forêts en Europe de l'Ouest, elles étaient limitées à l'Europe de l'Est. Et donc petit à petit, on voit effectivement très bien sur cette carte que ces espèces reconquérissent pardon, je vais y arriver, la partie occidentale de l'Europe. Alors les choses sont un petit peu en train de changer malheureusement, puisque le plus grand vestige de cette forêt primaire qui est réapparue après la dernière glaciation, c'est-à-dire il y a à peu près 10 000 ans en Europe, et qui a été complètement détruite par essentiellement l'exploitation humaine,
eh bien, cette forêt de Biélowieża, c'est un parc national qui est à cheval sur la Pologne et la Russie, Biélorussie. la Biélorussie, pardon. Le gouvernement polonais est de plus en plus tenté par une exploitation un petit peu à la mode occidentale. Et donc, il y a un certain nombre de mouvements, de collectifs qui sont en train de se monter pour préserver cette forêt qui est absolument exceptionnelle. Merci beaucoup. Alors, oui, j'étais en train de noter, dans cette forêt de Białowieża, on trouve des żubrs. Et les żubrs, ce sont les bisons polonais. Et ils donnent leur nom en particulier à une marque de vodka très connue qui est la Żubrówka. Mais bon, ce n'est pas du tout la boisson des bisons. Il y a deux choses qui ressortent de ce que vous venez de dire et sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. La première, c'est le phénomène de régulation naturelle que vous venez de décrire. Le planning familial, donc on vous demande en fait comment est-ce que vous pouviez le décrire un peu, comment ça fonctionne en fait, toutes ces dynamiques. Et puis l'autre, parce que ça va avec, et qui est ma question à moi, il n'y a pas que des phénomènes naturels dans ce réensauvagement, il y a aussi des phénomènes, pardon, il y a aussi des interventions publiques, soit des reboisements un peu, comment dire, industriels comme Napoléon III dans les Landes, justement, dans les années 1880, 1860, parce qu'on n'a plus de bois en France, mais aussi parce qu'il y a des politiques de conservation et des politiques de préservation. Si vous pouviez nous donner à la fois celles qui marchent et puis enfin, voilà, comment ça fonctionne, par exemple pour la pêche ou pour ce genre de choses. Mais d'abord, le planning familial des chamois, comment ça fonctionne ça? Voilà. Alors, ça a été vraiment très bien étudié dans le parc national de la Vanoise. Donc, quand vous avez la population qui est en augmentation, à ce moment-là, vous avez les femelles chamois qui vont se reproduire très tôt. Elles auront à peine 1 an, elles peuvent déjà se reproduire. Ensuite, elles auront les meilleures places dans les rochers parce qu'elles peuvent s'installer où elles veulent, elles peuvent choisir le bon endroit. Ensuite, le taux de naissance de jumeaux est nettement élevé. Ensuite, comme il n'y a pas une forte pression sur l'habitat, donc il y a toujours de quoi manger, donc, voilà. Donc là, ça augmente. Et lorsque ça devient un petit peu critique, on arrive à des densités assez importantes, ces fameux 10 chamois pour 100 hectares. Donc à ce moment-là, les femelles attendent 1 an, 2 ans parfois avant de pouvoir se reproduire. C'est-à-dire la première reproduction est repoussée à plus tard. Ensuite, les jumeaux, c'est fini, il n'y en a plus. Ensuite, il y a des concurrences très fortes pour la place. Et donc, pendant tout le temps que ces animaux passent pour se concurrencer, eh bien, c'est de l'énergie qui est perdue pour le petit. Et donc, il va y avoir des avortements spontanés qui vont se faire. Donc voilà, c'est toute une série d'actions, en quelque sorte, dirigées. Et voilà, c'est là, comme on dit, c'est classique, la nature est bien faite. Et effectivement, c'est vrai. Alors sinon, sur l'aspect européen, donc sur les actions européennes par rapport à la protection, il y a véritablement un avant, un après. Alors l'avant, il y a eu des actions, par exemple le bouquetin, le retour du bouquetin dans les Alpes, il s'est fait au niveau européen, bien avant que l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, l'Europe politique, etc., se mette en place. Donc, on était dans le même massif. Les Italiens avaient réussi à protéger donc, quelques bouquetins. Les Suisses en voulaient. Ils ont envoyé des braconniers piquer des petits bouquetins aux Italiens. Et ça a commencé comme ça. Ça a failli mal se finir. Donc, après, on s'est mis un petit peu d'accord. Et on a utilisé les derniers bouquetins italiens pour aller réensemencer la France, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, les Alpes de Bavière, etc. Et donc aujourd'hui, on a à peu près, donc on a 10 000 bouquetins en France et on en a à peu près 50 000 sur l'ensemble de la chaîne des Alpes. Et le bouquetin, il ne connaît pas les frontières, donc il passe. Par exemple, là vous avez le parc national de la Vanoise, à côté vous avez le parc national donc, du Grand Paradis en Italie. Et vous avez plusieurs kilomètres de frontières et il y a un endroit qui s'appelle le pas du bouquetin. Donc là, le bouquetin peut passer de France en Italie, d'Italie en France. Donc on a comme cela actuellement toute une série de populations qui sont en connexion les unes avec les autres.
Et actuellement, donc, il y a des systèmes de protection, de programmes de protection de la nature qu'on appelle les programmes LIFE, l'instrument financier pour l'environnement. Et ça fonctionne relativement bien, même j'ai presque envie de dire plutôt très bien. Parce que maintenant, on maîtrise les réintroductions. On a réintroduit le bouquetin, comme j'évoquais. On est en train de réintroduire le vautour fauve dans différents endroits et surtout le gypaète barbu, qui est un grand rapace absolument magnifique qu'on a réintroduit dans les Alpes où il avait complètement disparu. Et ça s'est fait grâce à des financements européens, ces fameux financements LIFE. Actuellement, il y a une magnifique opération de réintroduction qui se fait. C'est le bouquetin ibérique, donc c'est une autre espèce, pas le bouquetin des Alpes, le bouquetin ibérique dans les Pyrénées. Et il y a eu un travail énorme, notamment avec les Espagnols et les Portugais aussi, et Andorre, donc pour retrouver cette population de bouquetins qui avait disparu et qui maintenant va se reconnecter entre ceux de la péninsule ibérique, ceux du massif des Pyrénées, et on espère demain des Corbières, voire du massif central. Donc voilà. Et au fur et à mesure des réussites, eh bien, à chaque fois, on essaye de voir un peu plus loin, un peu plus grand. Maintenant, vous m'avez demandé qu'est-ce qui ne va pas. Alors, attendez, alors justement, avant ça, Oui. parce que ce qui ne va pas, on aura le temps d'en parler. Vous venez de montrer en fait la porosité, en fait, que les animaux, ils n'ont pas besoin de Schengen pour circuler. Et il y a quelque chose de particulièrement, il y a deux choses très importantes dans ce que vous dites dans votre livre. La première, c'est l'importance du milieu montagnard, puisque c'est à la fois un refuge, puisque quand on les chasse trop en plaine, les animaux remontent, ils se protègent. Et l'autre, c'est évidemment la connexion. Donc, je voudrais qu'on voit la carte de ce que vous appelez le C2C, c'est-à-dire voilà, de la cordillère Cantabrique au Caucase. Donc, en fait, ce grand massif montagneux de l'orogénèse, enfin, principalement de la troisième période géologique, mais comment est-ce que justement, là, pour le coup, on a à la fois un enjeu et un espace? Parce que c'est un espace qu'il faut protéger, et vous l'avez dit, il y a des éléments de protection, mais en même temps, c'est un espace dont il faut libérer ou en fait, dont il faut connecter les différents espaces. Oui, tout à fait. Alors, dans ces différents massifs qui, comme vous l'avez fort justement rappelé, constituent des sanctuaires, des zones dans lesquelles un certain nombre d'animaux se sont réfugiés quand la pression de chasse était trop forte dans les zones facilement accessibles. En fait, les montagnes sont des refuges parce que tout simplement, ce sont des zones difficilement accessibles pour l'humain et difficilement, enfin, disons, plus difficilement habitables. On est capable d'y habiter quand même, mais voilà. Et donc, de facto, quand on a commencé à créer des sanctuaires au début du XXe siècle, c'est-à-dire quand il y a eu cette prise de conscience du fait qu'on était très bas au niveau des effectifs d'un certain nombre d'espèces, le premier parc national, par exemple, ça a été le parc national suisse, et c'est le premier en Europe et probablement même au monde dans lequel on a osé la libre évolution, c'est-à-dire on n'intervient plus. À partir du jour où le parc national suisse a été créé, il n'y a plus de chasse, il n'y a plus de pâturage avec des animaux domestiques et il n'y a plus d'exploitation de bois et on laissait les bois morts en place, ce qui est extrêmement important pour le cycle de la forêt. Donc, ces zones dans lesquelles les animaux s'étaient réfugiés, de facto, les premiers parcs nationaux, ils ont été créés dans les montagnes. Donc, c'est le parc national suisse dans les Grisons, à la limite avec l'Italie, qui par la suite, assez rapidement, a créé le parc national du Stelvio. Donc, ça faisait un grand ensemble transfrontalier. Le parc national du Paradis, qui a été créé donc, très peu de temps après le parc national suisse, en 1923, si ma mémoire est bonne. C'est également, le Grand Paradis, c'est également une montagne. Ordesa, en Espagne, c'est les Pyrénées, donc c'est également une montagne. On a eu comme ça toute une série de sanctuaires qui se sont créés, dans lesquels les animaux peuvent se développer, ils sont en refuge. Et ce qu'il faut maintenant, c'est arriver à créer des connexions entre ces différents sanctuaires pour qu'il puisse y avoir des échanges, ce qui est toujours important pour la viabilité sur le long terme des différentes espèces. Et là, alors, c'est cette idée de grand espace, de grand corridor écologique entre les différents sanctuaires montagnards qu'on a appelé C2C.
parce que en fait, ce qui nous a inspiré, c'est Y2Y aux États-Unis, c'est-à-dire Y, c'est Y en anglais, c'est de Yellowstone, donc c'est le premier Y qui est en Amérique du Nord et qui est le premier parc national qui a été créé au monde. Alors tous, il y a un petit jeu de mots aussi parce que tous, ça veut dire vert en anglais, mais ça peut aussi dire 2, le chiffre 2. Et le deuxième Y, c'est Yukon, qui est au Canada. Et donc, les Américains, les Américains du Nord ont créé un grand ensemble d'espaces protégés qui sont en train de relier entre eux, du parc national de Yellowstone jusqu'au Yukon. Et nous, on s'est dit, finalement, en France, on a exactement la même configuration et on pourrait faire ci to ci, en plus avec un jeu de mots supplémentaire, parce que ci, c'est aussi la mer. Donc, de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Noire. Ou également de la cordillère cantabrique aux Carpates si on considère l'Europe politique, mais ça peut être également jusqu'au Caucase si on considère l'Europe géographique, c'est-à-dire l'Europe telle que la définissait le général de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Alors, très bien, on va pouvoir revenir maintenant au problème de dysfonctionnement. Et avant même de vous rebrancher sur les dysfonctionnements, Gilbert, dans notre public, on voudrait savoir qui détient le foncier du parc national suisse. Est-ce que c'est la Confédération? Est-ce que c'est une multitude de propriétaires? Parce qu'effectivement, la question en fait de la propriété du sol, et on connaît ce genre de sujet en France, entre les forêts domaniales, les forêts municipales, les parcs nationaux, c'est aussi un enjeu très fort. Et on l'a bien vu aussi en Pologne, lorsque le gouvernement polonais a essayé de mettre en coupe Białowieża, il a d'abord mis en coupe les éléments sur lesquels il avait lui-même le contrôle. Donc il y a cette question de la propriété, et puis il y a les questions des initiatives plus ou moins réussies de coopération ou d'échecs de coopération. Je vous en prie. Oui. Alors, la question du foncier est primordiale et c'est très bien qu'elle soit posée. Ça explique un peu tout. Pendant longtemps, les pays de l'Est, le foncier, c'était simple. Hein, ça appartenait au parti et puis c'est tout. Voilà. Dans le cas du parc national suisse, il y a 4 communes et ce sont un foncier, des propriétés communales. Donc, ce sont les communes qui sont propriétaires, donc on a pu faire un parc national. En France, les grands parcs nationaux, c'est soit des forêts domaniales, soit des communales. Il y a très peu de privés. Mais ceci étant dit, en France, par exemple, la forêt, 75% de la forêt, c'est privé, avec 4 millions de propriétaires, avec des toutes petites parcelles. Donc, pour protéger la nature efficacement, là où vous avez du privé, il n'y a pas 50 solutions. Il faut faire du privé comme dans le privé. C'est-à-dire qu'on achète des territoires, et nous, on a une association qui s'appelle Forêt Sauvage, par exemple. Eh bien, avec Forêt Sauvage, on achète des territoires, parcelle après parcelle, et que l'on préserve. En expliquant, alors il n'y a pas de droit de préemption, hein, pas du tout, donc c'est à l'amiable, bien entendu. Et les propriétaires sont ravis de savoir que leurs forêts ne seront pas exploitées, qu'ils vont pouvoir continuer de l'observer jusqu'à la fin de leur jour. Mais voilà, donc le foncier est effectivement très, très, très important et qui peut limiter. Et voilà pourquoi on peut arriver à faire des réserves naturelles dans lesquelles, eh bien, on peut quand même exploiter le bois, parce qu'on a fait une réserve naturelle, mais le foncier ne nous appartient pas. Donc le foncier passe avant la protection forte. Voilà, donc il faut faire avec. Et dans chaque pays, c'est différent. Dans chaque pays, c'est différent. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais donc, ces coopérations, si je comprends bien, elles fonctionnent assez bien depuis qu'on a cette nouvelle mentalité qui n'est plus une mentalité complètement prédatrice. Elles fonctionnent assez bien lorsqu'il s'agit de faire de la conservation ou lorsqu'il s'agit en fait de préserver, on va dire, des animaux qui ne sont pas des ressources. Mais là où ça commence à devenir un peu problématique, et vous l'avez très malheureusement, tragiquement souligné avec la pêche, très bien souligné avec la pêche, où on est sur la surpêche. Alors évidemment, il y a des mesures de conservation et autres, mais on va y revenir après. Qu'en est-il en fait de la concurrence entre les animaux, on va dire, sauvages et les animaux ressources, sauvages ou pas? Et là, en particulier, la question du pastoralisme. Puisque, évidemment, le retour des loups, ben, nous, on peut s'en féliciter, mais on sait souvent que du côté des éleveurs, ce n'est pas particulièrement bien vécu. Pareil pour
les ours et quelques autres. Donc, on a souvent ce genre de débat et d'arbitrage. Comment est-ce que ça rentre en fait dans la dynamique de réensauvagement? Alors, ça, c'est une question assez complexe et qui fâche beaucoup de monde. Et donc, je vais essayer de développer de manière la plus concise possible, mais la plus exacte possible aussi. Le problème du loup, en fait, c'est pas un problème partout. C'est essentiellement un problème en France et dans les pays où le loup avait complètement disparu, parce que les méthodes du pastoralisme ont été profondément modifiées et se sont adaptées en quelque sorte à cette absence de loup. Et par contre, dans les pays où le loup a toujours existé, je pense à la Roumanie, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, par exemple, ce sont quelques exemples parmi d'autres, mais en fait, il n'y a jamais eu de réel problème avec le loup parce que les bergers là-bas et les éleveurs aussi, parce que c'est surtout les éleveurs qui se plaignent, ont continué à avoir des petits troupeaux qu'il était facile de garder, avec des chiens qui étaient éduqués et sélectionnés pour pouvoir protéger efficacement le troupeau. Les animaux n'étaient pas abandonnés sans surveillance au niveau des estives. Et voilà, il y avait une surveillance permanente. Ils étaient parqués ils sont toujours parqués la nuit, etc. Et donc, ça s'est toujours très bien passé. Par contre, chez nous, où on a complètement changé de méthode de pastoralisme, où on est passé sur des très grands troupeaux, parce qu'en plus, on a un système de subvention qui fait que plus l'éleveur a de moutons, plus il va toucher de subventions et donc plus il va gagner très correctement sa vie, on va dire. Voilà, et puis on a laissé ces animaux sans surveillance puisqu'il n'y avait plus de prédateurs. Et donc, quand le loup est revenu, il est revenu tout seul, je tiens à le préciser. Il a été réintroduit nulle part en Europe. Gilbert a dit qu'il était présent dans tous les pays d'Europe, mais c'est le loup, c'est vraiment l'exemple parfait du réensauvagement spontané. Il n'a été réintroduit dans aucun pays. Donc, quand il est revenu dans notre beau pays, eh bien, les éleveurs se sont trouvés confrontés de manière un petit peu brutale à cette nécessité de se réadapter. Et pour ceux qui avaient pris certaines habitudes, ça a été très, très difficile. Par contre, si on discute avec les bergers ou des éleveurs plus jeunes qui se sont installés avec la problématique du loup présente, les problèmes sont beaucoup moins importants parce que tout simplement, les bergers, là, je vois par exemple, nous, on habite pas très loin du Vercors. On a eu l'occasion de discuter avec un berger qui appartient à la Confédération paysanne, qui est assez jeune, et il nous a dit, bon, moi, le loup ne me pose pas de problème, je sais faire. Voilà. Alors ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, qui est très important et que je souhaite développer également, c'est que le loup se nourrit de proie. Il a besoin de manger, comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme n'importe quel autre animal. Et si l'humain, occupe tous les espaces, et qu'il n'y a plus d'espace pour le loup, et surtout pour les proies du loup, c'est-à-dire les ongulés sauvages, notamment le cerf, là, ça pose un problème, parce que comme il a besoin de manger, il va se rabattre sur les animaux domestiques. Donc, c'est d'autant plus important de redonner des espaces à la faune sauvage, toute la faune sauvage, et de rétablir toutes les grandes fonctionnalités dans ces espaces, y compris les chaînes de prédation dans leur intégralité. C'est d'autant plus important que justement, on a ce retour des grands prédateurs qui nous posent à certaines catégories de la population quelques problèmes. Et les problèmes, pour les résoudre, une partie de la solution, c'est redonner de la place aux autres formes de vie et ne pas vouloir absolument s'installer partout. Ouais, on l'a vu pendant le premier confinement l'année dernière, le reflux humain a enclenché un ressac en fait des animaux on a commencé à les voir en ville et autres. C'était assez réjouissant, c'est vrai, mais ça ne va pas toujours sans problème. Euh, une dernière dimension, puisqu'en plus l'heure tourne, mais c'est passionnant en fait, une dernière dimension sur laquelle on devrait aussi réfléchir, et avec vous c'est passionnant de le faire, parce qu'en en fait, il y a du mouvement, il y a de la migration. Or, vous le savez, en Europe, on a un problème avec les migrants, puisqu'on considère toujours qu'on n'a pas vraiment la place à leur faire. Et donc, ça nous mène généralement à des politiques qui ne sont pas toujours en accord avec les valeurs que l'on prétend professer. L'avantage, c'est qu'avec les animaux, apparemment, on ne leur demande pas leurs papiers, et vous avez tracé une belle carte, Nérissia, s'il te plaît, la carte 19, une très belle carte, en fait, de tous ces mouvements migratoires qui rentrent sans papier en Europe et qui sont absolument magnifiques. Et donc, j'aimerais vous poser deux questions. La première, celle qui vient du public, qui est, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez noté l'apparition de nouvelles espèces
qui ne sont pas endogènes, qui ne sont pas indigènes, puisque pour prendre un mot un peu chargé, qui éventuellement compenseraient la disparition de certaines espèces. Moi, j'ai noté avec grande tristesse la disparition du grand pingouin, comme vous l'avez dit. D'abord, ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est est-ce que c'est un phénomène qui est bien pris en compte par on va dire les autorités de conservation, ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire au niveau de l'Union européenne, des coopérations internationales et autres pour ce genre de choses? Alors, globalement, on peut dire que quand même au niveau européen, c'est bien pris en compte. Un exemple, c'est le chacal doré qui est en train d'arriver. Et ce chacal doré, par exemple, en France, on n'a pas besoin de le mettre comme étant protégé parce que nos listes d'animaux chassables sont des listes qu'on appelle positives. C'est-à-dire il faut que l'animal soit inscrit sur la liste pour qu'il soit chassé. S'il ne l'est pas, de toute façon, il ne peut pas être chassé. Il n'a même pas besoin d'être protégé. Donc, le chacal doré peut venir chez nous sans problème. Et au niveau européen, il fait partie d'une liste qui sont sur des annexes et on sait que ces espèces vont être protégées au niveau européen et que ça doit au final être transcrit dans le droit de chaque pays. Donc, en France, par exemple, voilà. Alors, des espèces qui sont venues nous étonner, nous surprendre, oui, il y en a quelques-unes. Alors, je donnerai quelques exemples. La baleine grise qui s'est retrouvée donc en Atlantique et ensuite en Méditerranée jusqu'à Israël. Et on s'est rendu compte que c'était le même individu. C'est un individu parti du nord du Pacifique et avec la fonte de la banquise a pu passer par le fameux passage de l'Ouest, donc, et arriver comme ça sur l'Atlantique. C'est un début. Demain, si la banquise continue de disparaître, c'est pas si, elle va continuer de disparaître, eh bien, nous aurons peut-être d'autres baleines grises qui reviendront. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette baleine grise, elle vivait, il y a des données anciennes en Islande, il y a des données anciennes vers Montpellier, il y a des données anciennes aux Pays-Bas. Donc, elle était véritablement présente. Et donc, ce serait un retour carrément. Et puis, un autre exemple que je trouve extraordinaire par rapport au livre. Dans le livre, on parle de la Taleb sultane. C'est une poule d'eau, si vous voulez, toute bleue, un gros poulet bleu, qui vivait uniquement dans le delta du Guadalquivir en Espagne. Et une autre espèce, c'est le cormoran pygmée, qui ne vivait que dans le sud des Balkans, vers l'Albanie. Et donc, ces espèces protégées, la Taleb sultane est partie en direction de la France, et puis le cormoran pygmée en direction de la Suisse. Et donc, ils ont fait ce déplacement, l'un vers l'est, l'autre vers l'ouest. Et ces deux espèces de milieu aquatique, là, ce ne sont même pas des espèces de montagne, comme on évoquait tout à l'heure, se sont retrouvées cette année 2021, en Suisse. Donc, première observation de la Taleb sultane, première observation du cormoran pygmée. Donc, l'oiseau de l'Est a rencontré l'oiseau de l'Ouest, et tout ça, une belle rencontre. Et donc, on vit actuellement, mais véritablement, moi qui suis né en 54 dans la région Rhône-Alpes, je peux vous dire que j'ai vécu la période avant 76 où il n'y avait pas de protection, et le retour des espèces, petit à petit, j'ai vécu de l'inrêvable, si je puis dire. C'est-à-dire le retour de 4 espèces de vautours en tant que nicheurs, le retour du loup, le retour du chacal doré, le retour du lynx. C'est l'arrivée du chacal doré. L'arrivée du chacal, tu as raison, oui. La spatule blanche, la grande aigrette. Avant, les Rhône-Alpins, si on voulait voir de la spatule blanche, il fallait partir à Texel, aux Pays-Bas. Si on voulait voir du vautour fauve, il fallait aller à Raqqa, dans l'Aragon, et ainsi de suite. Il fallait faire des grands voyages. Aujourd'hui, on n'a plus à faire de grands voyages. Ils sont venus chez nous. Vous voyez, donc, on n'a plus à se déplacer. Les voyages se font sur place. Un peu comme là, on est assis. On ne se déplace pas beaucoup. Mais voilà, la nature a de la ressource. Et donc, ça permet de ne plus émettre autant de CO2 dans l'atmosphère et d'avoir quand même tous ces beaux spectacles naturels à domicile. Et un des plus beaux spectacles qu'on aura peut-être encore la possibilité d'observer dans notre vivant, qui existait probablement avant qu'on s'occupe d'une manière un petit peu drastique de toute cette faune et surtout de son habitat, c'est des spectacles que certains écotouristes fortunés peuvent se permettre d'aller observer soit en Alaska, soit au Kamtchatka.
c'est-à-dire vraiment très loin, c'est actuellement, on a un retour du saumon au niveau de la Garonne. Il y a des passes à poissons qui ont été créés au niveau des différents barrages. Donc, ils remontent progressivement, ils recolonisent la Garonne. À côté de ça, on a les ours des Pyrénées qui recommencent à se développer grâce à toutes les actions de protection et de réintroduction qui ont été faites. Et donc, peut-être qu'un jour, on pourra voir en France l'ours qui attrape le saumon et qui le mange, comme on peut le voir ailleurs dans le monde. Ça nous changera des westerns. Euh, vous êtes comme moi des enseignants et en fait, une grande partie de notre, du problème, exactement, des enjeux qui se posent à nous aujourd'hui, c'est celle d'une rééducation, en fait. C'est presque un réensauvagement de l'homme. Vous parliez du fait que les bergers ont pris toute la place. Oui, ils ont pris toute la place sans savoir qu'ils prenaient la place. Donc, en fait, tout ce travail de rééducation de notre rapport à la nature, ça c'est une question qui vous est posée aussi du public. Donc le réensauvagement doit s'accompagner d'une éducation au respect du vivant. Les générations vont avoir à repenser ce lien entre nature et culture. Alors, moi j'ai deux questions qui viennent avec ça. La première, c'est comment expliquez-vous le basculement de mentalité? Qu'est-ce qui a fait la prise de conscience? Revenons un peu en histoire. Qu'est-ce qui a fait, mis à part le fait qu'effectivement il n'y avait plus de bois pour se chauffer, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, dans les sociétés européennes, on s'est dit, tiens, on est peut-être allé un peu loin là. Donc ça, c'est la première chose qui se pose. Et comment ça s'est diffusé ensuite? Et la deuxième, c'est quels sont les programmes qui, à votre avis, mériteraient d'être... alors, il y a Life, il y a tout ça, mais quels sont les programmes qui, à votre avis, seraient nécessaires d'être développés ou renforcés au niveau national comme au niveau européen pour, pour avancer, en fait, de concert sur ce réensauvagement commun? Alors, pour la dernière question, que faire justement pour accompagner ce mouvement? On en fait déjà pas mal et il faudra en faire simplement un peu plus, mais je pense que c'est plutôt bien fait, de la pédagogie, et après, il faut regarder les programmes. Et c'est vrai que dans les programmes de sciences de la vie et de la terre, peu est consacré à la compréhension des grands phénomènes naturels, etc., dans le fonctionnement des écosystèmes et tout. Mais, à contrario, c'est complété par le milieu associatif. Et là, vous avez des associations comme la Ligue pour la protection des oiseaux, pour la FRAPNA, enfin toutes ces associations de protection de la nature, qui non seulement protègent, mais en même temps font de l'information, font de la pédagogie. Et on a en face, nous on le fait régulièrement, la jeunesse qui ne demande que ça. On a nos deux filles qui sont, enfin une qui travaille et l'autre qui est encore à l'université, qui nous ont demandé de venir faire une conférence à l'université à Lyon, donc à la faculté, et l'amphi était plein. Donc il y a vraiment la jeunesse d'aujourd'hui, et ce n'est pas les cours qui les ont menés à ce niveau-là, c'est le milieu associatif. Alors il y a les cours aussi, bien sûr, mais les milieux associatifs. Et donc c'est encore un très bel exemple de la prise en main par la société citoyenne donc de ces problèmes. Alors après, la question à 100 000 euros, qu'est-ce qui fait que ça a basculé? Mais alors vraiment basculé, cul par-dessus tête. Hein, c'est avant, comme je disais tout à l'heure, plus on en tue, plus il y en a. Et maintenant, quand on ne les tue pas, ils vivent. Eh bien, ça a été en France très tardivement. D'ailleurs, c'est arrivé très tardivement, puisque c'est la loi de 1976, protection de la nature. Avant, on pouvait pratiquement tout tuer. Et après, on a réussi à pratiquement tout protéger. Et avec une période d'une certaine sérénité par rapport aux différents groupes. Je vais vous en donner l'exemple. En 1976, il y avait 2,2 millions chasseurs. 2,2 millions. Aujourd'hui, il y en a moins d'1 million. Eh bien, avec 2 millions de chasseurs, on a fait une loi de protection de la nature qui protégeait pratiquement tout, sauf quelques espèces, pas mal, gibier. Aujourd'hui, si on voulait simplement protéger une seule espèce, il y a moins d'1 million. Mais les rapports sont tellement exacerbés que c'est très difficile. Donc, il faut arriver à retrouver une certaine sérénité entre les naturalistes, les éleveurs de moutons, comme on a évoqué, voire même les chasseurs dans certains domaines, etc. Et retrouver une sorte de cohabitation humaine, en quelque sorte, des utilisations. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que... Il y a Valérie Chanzigo qui a écrit un livre sur la protection de la nature en France, pourquoi un tel désamour. Donc,
on peut essayer de trouver une explication au fait qu'en France, on a mis beaucoup de temps pour protéger la nature parce que c'était une affaire de bonhomme. Alors que quand on regarde au Royaume-Uni, en Allemagne, en Amérique du Nord, ce sont des femmes qui ont pris en main cette protection de la nature. C'est les femmes qui ont manifesté pour la première fois aux États-Unis dans les parcs nationaux où on allait tuer toutes les aigrettes, les hérons, etc., pour prendre les plumes. Et donc, on a eu ce mouvement-là avec beaucoup de femmes. Et donc, voilà, le côté je suis une mère, je protège, j'ai envie que mon environnement soit bon pour ma progéniture. Voilà, c'est peut-être un peu simpliste, mais apparemment, enfin, en tout cas de ce qu'on lit, c'est une des explications. C'est génial. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien. En 1976, c'est au lendemain des premières grandes initiatives de la communauté européenne en faveur de l'environnement. Il y a donc là, pour le coup, un exemple très concret d'un droit, celui à l'environnement, en fait, d'un droit, d'une augmentation de nos droits grâce à l'intégration européenne. Parce qu'on a souvent tendance à dire que l'intégration européenne nous prive de nos droits, et parfois, malheureusement, les faits viennent renforcer cette impression. Mais là, pour le coup, on est bien sur une augmentation de nos droits, et en particulier le droit à un environnement sain, qui est d'ailleurs, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais en tout cas pour ceux qui le savent, je le rappelle aussi, qui est un des droits fondamentaux dans la charte des droits fondamentaux qui fait maintenant corpus constitutionnel européen. Donc il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Oui, le basculement anthropologique, évidemment, la présence des femmes, c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être étudié. Là, ça nous sortirait un peu du sujet, mais vous avez une invitation qui vient d'arriver. Je vous la transmets après, si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez, ça c'est ma question là-dessus, est-ce que vous pensez que ce basculement anthropologique que vous voyez, il est aujourd'hui irréversible, ou est-ce que malheureusement on a encore des choses à consolider? Et si oui, évidemment, lesquelles? Oui, alors c'est le point noir que j'évoquais tout à l'heure sans donner le nom. Il reste encore des domaines où c'est difficile de bousculer. C'est le monde de la pêche en mer. C'est un monde de la honte, il faut le dire. Quand vous avez un chalutier en mer du Nord qui est capable de retourner le fond sur 20 000 hectares, ces 20 000 hectares, c'est intéressant de prendre cette valeur. C'est la surface de la réserve des hauts plateaux du Vercors, c'est-à-dire c'est la surface de la plus grande réserve naturelle de France, 20 000 hectares. Eh bien, chaque année, un chalutier, en un an, en une saison, va vous racler le fond de 20 000 hectares. Et quand vous comptez combien il y a de chalutiers en mer du Nord, vous vous rendez compte que toute la mer du Nord, chaque saison, est raclée à fond. Imaginez un ramasseur de champignons qui partirait avec son bulldozer, qui raclerait comme ça 20 000 hectares de forêt, et puis qui dirait, oh, il ne reste plus beaucoup de champignons. Eh ben oui, mon gars, ça a tout tué. Et là, par contre, on a une belle histoire. Et ça, je veux absolument la raconter. C'est en Italie. Peut-être, avant de raconter ta belle histoire, je peux tenter une explication au fait qu'il n'y a pas encore eu cette prise de conscience au niveau marin. Ça vient du fait qu'en fait, on ne voit pas ce qui se passe sous la mer. Alors que sur la Terre, on a tous observé que il y a moins d'insectes sur les pare-brises, on n'entend plus telle espèce de très ordinaire qui était très fréquente quand on était jeune, et puis là, on l'entend plus, on la voit plus, les hirondelles sont moins fréquentes, etc. On le voit. Alors que dans la mer, tout se passe d'une manière invisible, et donc il n'y a pas encore eu cette prise de conscience sur les ravages énormes qu'on a fait et qu'on continue de perpétuer dans ce milieu-là. Alors vas-y pour ta belle histoire, parce qu'il faut rester sur une belle image. Une petite histoire italienne. Et donc, on est dans l'Adriatique, et sur 2500 hectares, on demande de ne plus pêcher. Alors les pêcheurs, ils ne veulent pas, bon, on les force quand même, on ne vous pêchez plus pendant 5 ans. Pendant 5 ans, ils ne pêchent pas. Au bout de 5 ans, on dit maintenant, vous pouvez pêcher, mais pas dans le sanctuaire, on le laisse tel qu'il est, juste autour. Donc ils se mettent à pêcher, et ils se rendent compte qu'en une journée, ils pêchent autant que ce qu'ils pêchaient en une semaine. Donc ils ont tout gagné. Donc c'est vraiment travailler moins pour gagner beaucoup plus. Alors ça, vous ne trouverez pas de politique capable de dire ça. Ça ne peut pas leur arriver dans la tête, ça. Parce qu'il faut trimer, bien entendu. Tandis que là,
vous vous rendez compte, là où il passait 60, 70 heures, maintenant il va passer 10 heures et ça lui suffira. Il est passé par le 35 heures, il y a un truc là, il y a marqué 35 là, hop, il a continué de descendre et voilà. Donc, c'est pas interdit d'être idiot, c'est sûr, mais c'est pas une obligation non plus. Et donc, c'est par des exemples comme ça qu'il faut montrer que l'abondance, c'est la réalité, c'est l'abondance. Voilà, c'est tout bête, mais c'est uniquement ça. La pénurie, c'est ce que nous, l'espèce humaine, nous aimons bien. Pourquoi, j'en sais rien, et ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, il faut savoir qu'on peut avoir, oui, mais mal gagné, quoi. Parce que c'est la poule aux odeurs, quoi. Bien sûr. Et très vite, on tue la poule. Mais c'est vrai, parce que je voulais signaler, c'est simplement qu'on vit sur un système économique qui entretient la pénurie parce qu'elle lui permet de dégager des marges. Oui, mais l'économie, c'est quelque chose qui est produit par l'homme, donc on peut changer facilement. Par contre, les lois de la nature, on ne peut pas les changer. Et ce qu'a dit Gilbert est très important. Et je rajouterai simplement un petit détail. Le plus difficile pour nous, les humains, c'est d'accepter, et c'est un petit peu comme ça qu'on termine notre livre aussi, de lâcher prise et de faire confiance à la nature. On oublie trop souvent que la nature, c'est 4 milliards d'années à peu près de R&D, de recherche et développement. Et elle a procédé par essai, erreur, rectification. Et donc, ce à quoi on arrive maintenant, c'est un truc qui fonctionne très bien, beaucoup mieux que notre propre système à nous, où on n'existe que depuis un petit million d'années, enfin, si on considère l'ensemble de la lignée humaine. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, il faut garder un petit peu d'humilité, faire confiance à la nature, oser lui laisser des espaces où elle peut s'exprimer pleinement. Et on a tout à gagner parce qu'elle nous offre, comme a dit Gilbert, l'opulence. Et en plus, on vivra mieux parce que des tas d'expériences ont montré que, et le confinement très dur du printemps dernier l'a bien confirmé pour beaucoup de gens qui ont été privés de cette nature, justement, on a besoin de cette nature, nous aussi, pour notre équilibre psychique, elle nous fait du bien. Et donc, on a tout à gagner. Elle fait le job pour nous, ça nous permet d'avoir une vie plus facile et en plus d'être au contact de cette nature, ça nous fait beaucoup de bien. Je vous remercie beaucoup. C'est presque un mot de conclusion. En fait, c'est un mot de conclusion. On ne peut pas conclure une conversation pareille, c'est pas possible. Et de toute façon, c'est pas souhaitable. Moi, je voudrais vous remercier très, très vivement et chaleureusement d'avoir partagé avec nous toute cette connaissance foisonnante, tout aussi abondante en fait que la nature que vous nous amenez. Je retiens beaucoup de choses en fait de ce que nous sommes dit, mais les principales sont que on est bien sur un des sujets cruciaux des enjeux du 21e siècle pour nous, mais aussi pour la planète, évidemment. On a très, très peu parlé du changement climatique parce qu'on était sur le feel-good, mais en même temps, on sait très bien aussi que le changement climatique va avoir un impact extrêmement dommageable sur les équilibres naturels qui sont en train de se rétablir, mais on peut aussi leur faire confiance pour progressivement s'adapter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je retiens surtout que c'est probablement un des domaines dans lesquels l'Union européenne a un bilan dont elle peut se vanter. C'est une très bonne chose aussi parce que les bonnes nouvelles de ce côté-là ne viennent pas toujours en rafale. La troisième chose, c'est que le changement anthropologique qui s'est amorcé à la fin du 19e, début du 20e, est en train de s'accélérer, de ce projet, mais que nous devons absolument, et vous avez raison, donner à voir au maximum à la fois l'étendue des catastrophes que nous créons et justement la résilience des catastrophes que nous évitons. Pour sortir du monde du silence, pour sortir justement de l'aveuglement sur l'océan. Merci beaucoup aussi d'avoir rappelé le rôle des associations. Il y en a une en particulier en France, je la signale au public, qui est l'association Pleine Mer, qui milite pour le fait qu'on n'ait plus des pêches justement industrielles au chalut qui raclent tout, mais qu'on fasse peut-être un rapport plus humain en fait avec la nature. Peut-être moins humain, je ne sais pas exactement de quelle anthropologie il faut se réclamer. Merci infiniment. On va vous libérer. Vous avez déjà reçu la prochaine étape. Oui, voilà, merci. J'annonce juste avant que vous partiez à tous ceux qui sont là, voilà, il y aura dans 2 jours. Alors là, on va revenir sur des choses sur lesquelles on a plus l'habitude de nous voir, sur le plan de relance européen, véritable outil pour l'avenir de l'Europe. Les participants, s'il vous plaît, demandez ce qu'il y a dans ce plan de relance pour participer au réensauvagement et à la renaturalisation de nos environnements. Béatrice, merci de nous avoir donné la parole pendant une heure. C'était un plaisir.
Merci beaucoup. Et en ce qui nous concerne, bah, écoutez, trouvons d'autres moyens de nous entretenir. Tout ce que vous avez dit sur le décloisonnement du savoir, c'est des choses sur lesquelles nous, on a essayé de réfléchir dans notre petit livre sur le dessinement à un avenir. Donc, on est tout à fait en phase. Très bien. Super. Merci beaucoup. Merci. Et merci à tous d'avoir participé. Il n'y avait pas énormément de questions, mais elles étaient toutes extrêmement pertinentes, donc c'était parfait. Ça fait. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Ah.